Chers petits observateurs, aujourd'hui nous allons nous attaquer à un monument, que dis-je, un mythe, à la France sur 4 roues, la DS. Et c'est le sujet du jour avec notre ministre des voitures de collection, Alexandre Guiraud. Que faut-il savoir avant d'acheter une DS? Ça va Alexandre? Bonjour POA, ça va? Bonjour Renaud. Bon, la pression, tu ne te la mets pas, mais moi je te la mets. Ah oui, parce que c'est effectivement, tu l'as dit, c'est un mythe, c'est Roland Barthes qui l'a écrit, le mythe de la DS. Et surtout que là, on imagine qu'il y a plein de gens qui s'y connaissent. Ouais. Donc, la moindre petite erreur, tu vas te faire appeler Voilà. Arthur. Il y aura tu le sais, ça. Il y aura des erreurs, vous savez qu'on en dit toujours quand on parle, volontairement ou involontairement. Voilà. Alors, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas la rubrique sur POA, on va faire le tour pendant une demi-heure, 40 minutes des grands points, si jamais on se pose la question de, voilà, on a envie d'acheter une DS. Ouais. C'est un peu on en a fait déjà une dizaine ensemble. Et on ne peut pas tout voir, c'est toi qui me l'as dit, mais les points principaux à regarder. Voilà, les points principaux à regarder. On va peut-être juste la mettre en perspective parce que la DS, c'est une voiture qui a été fabriquée pendant 20 ans à peu près, 56, 75. Il y en a eu 1 400 000 et quelques fabriqués, donc ça a été un gros succès. Et il y a eu beaucoup de générations de DS. Donc là, on est en général, pour simplifier, sur ce qu'on va appeler une DS de deuxième génération. On les reconnaît avec l'avant, avec les feux carénés. Et c'est celle qui avait les feux de route qui tournaient, les feux intérieurs qui tournaient en 67, avec le volant. Voilà. Donc là, on est sur un modèle de 69, qui est une DS, ce qui s'appelle une DS 21 Confort, donc avec le moteur 2,2 litres. Voilà. Donc cette DS, en fait, j'aime bien dire que c'est à la fois une voiture d'ingénieur et d'artiste. C'est beau ça. Eh oui, ça la résume bien parce que, alors on va dire artiste, pourquoi? Parce que bon, à l'époque on ne parlait pas encore vraiment de design automobile, c'était plus de la sculpture, mais Citroën avait un chef du design qui s'appelait Flaminio Bertoni, qui était avant tout un artiste et un sculpteur d'origine italienne. C'est lui qui a créé cette forme vraiment de DS. Et la forme de la DS, la genèse de la forme de la DS a été très très longue parce qu'elle était d'abord tirée par une volonté aérodynamique. On dit toujours qu'en aérodynamique, la voiture, c'est la goutte d'eau. Et c'est vrai qu'il faut se rapprocher de la forme de la goutte d'eau pour avoir un flux d'air assez parfait. Et c'est pour ça qu'elle a cette forme qui est très différente des voitures du milieu des années 50, qui étaient beaucoup encore des voitures tricorps avec des arêtes assez vives. Bon, alors l'idée, c'est pas de faire la généalogie de la DS, mais voiture d'artiste, il y a cette idée d'une sculpture à la fois belle et mouvante, mais elle est devenue belle et mouvante quand elle est sortie, mais elle n'a pas été faite pour ça. Elle a été faite avant tout pour des raisons techniques, en fait. C'est ça qui est vraiment important. Et voiture d'ingénieur parce qu'elle cumule la somme de probablement plus de 20 ans de recherche de Citroën. Cette voiture, quand elle est sortie, on la résume toujours en disant la DS, c'est l'hydraulique. On va en parler, évidemment. Mais l'hydraulique de la DS, il a été développé déjà au milieu des années 30, en fait. Et Citroën, et avec son responsable des études, André Lefebvre, ont cherché tout le temps des solutions pour gommer les irrégularités de la route, pour passer dans les nids de poules sans secouer les occupants, pour réduire les oscillations des suspensions. Et l'hydraulique était cette réponse qui aurait pu arriver sur un autre véhicule, mais qui arrivait sur la DS parce qu'il a été à peu près prêt et opérationnel quand la DS devait sortir comme la nouvelle grande voiture de Citroën qui allait remplacer donc la traction avant, la fameuse traction avant. Voilà. Donc il y a vraiment toutes ces dimensions, à la fois la sculpture et l'ingénierie dans la voiture. Alexandre, en bon profane, moi je me dis qu'acheter une DS, ça fait peur. Parce qu'on dit justement, tout le bazar de cette technologie, etc. Je me dis, si on n'est pas un peu connaisseur, on se fait avoir. C'est compliqué. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Alors d'habitude, j'aime bien commencer par la carrosserie, tout ça. On va faire le contraire exceptionnellement. On va commencer par tout l'hydraulique, tout ce qu'il y a dans le compartiment moteur. Parce que c'est vrai que quand on ouvre le capot d'une DS, bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de choses. Parce qu'en fait, cette voiture est très très pleine. Et elle a, en plus, je dirais, de tous les organes mécaniques, donc un moteur, une boîte de vitesse, elle a encore des choses supplémentaires. Je
vais prendre ma petite lampe. Donc, si on commence par tout ce qu'on voit là-dedans, bon, il y a déjà un code couleur, ce qui est quand même bien fait. C'était un peu pédagogique sans doute de la part de Citroën, c'est que tout ce qui est peint en vert, on va dire que c'est des organes qui sont pilotés par l'hydraulique. Bon. Résumer la DS en 5 minutes, c'est pas facile, mais l'hydraulique, en fait, c'est simplement d'avoir une pompe qui crée un circuit d'huile sous très haute pression, et la force de cette huile dans des toutes petites canalisations arrive à faire bouger des tas de pièces mécaniques que d'habitude on fait bouger avec des leviers, avec son pied gauche ou son pied droit, etc. Voilà. Alors on a d'abord une pompe, elle est en bas, une pompe haute pression, c'est la grosse que je montre ici avec mon doigt. Donc ça, c'est un peu le cœur de la DS. C'est ce qui fait circuler l'huile, c'est comme le cœur, le sang dans le corps. C'est ce qui prend de l'huile. Alors l'huile, elle se trouve dans le gros bidon là-bas, c'est écrit LHM, liquide hydraulique minéral. Donc ça, c'est cette huile-là qui est pulsée par cette pompe. Donc dès que le moteur de la DS est en route, entraîné par courroie, cette pompe crée de la haute pression. Et cette haute pression, elle va être répartie dans beaucoup de consommateurs, on va dire. Alors, qu'est-ce qui utilise de la force hydraulique créée par cette pompe? Là, on va revenir de l'autre côté, parce qu'ensuite, c'est plus de l'autre côté que ça se passe. On a d'abord une direction assistée sur la DS. Ça, en 56, elle les avait toutes. En 56, c'était quand même réservé plutôt à des américaines de luxe. Donc, on a ici le gros bloc, ce qu'on appelle le bloc hydraulique, là, toute cette partie verte d'où partent plein de petits tuyaux. Donc, ce bloc hydraulique, lui, il va distribuer de la haute pression. Il va distribuer ça à différentes choses. Donc la direction assistée, elle va en consommer. La direction après, elle arrive là classiquement. Elle arrive là, elle commande les deux roues. Ça veut dire que dès que je bouge un tout petit peu mon volant, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'hydraulique, en fait, tout est actionné par ce qu'on appelle des petits tiroirs hydrauliques. Alors, ce n'est pas les tiroirs de ma commode Henri II, mais c'est des petites pièces vraiment usinées avec des tolérances au micron. Donc ça, c'était compliqué à faire à l'époque. Déjà à l'époque Déjà à l'époque, c'était vraiment des tolérances qu'on n'avait pas dans l'automobile. Et dès que je vais, par exemple, bouger un tout petit peu mon volant, je vais créer un petit mouvement d'amorce qui va faire que je vais bouger, en fait, la position d'un de ces tiroirs hydrauliques et je vais envoyer un flux haute pression qui va m'aider à bouger les roues sans effort. Voilà. Et tout le principe de l'hydraulique, à chaque fois, c'est ça. C'est je bouge des petits tiroirs, j'ai un flux de liquide qui passe et qui pousse quelque chose qui est lourd à pousser, comme mes deux roues, ma direction. Bon, ça, c'est juste pour faire un exemple. Mais attends, ça vieillit bien. Alors, ça vieillit bien. Rien que comme tu le dis, ça fait peur, parce que je trouve ça génial, mais je me dis que... Vous voyez, tous ces petits tuyaux qui sont métalliques, là, là, j'en ai plein. Tout ça, c'est des tuyaux d'huile haute pression qui vont alimenter différents organes dans la voiture. Alors, qui vont aussi aller aux 4 roues, parce que ici, on a une des fameuses sphères de suspension. Donc, sur la DS, en fait, il n'y a pas de ressort. C'est une voiture qui est amortie par une sphère dans laquelle il y a d'un côté de l'azote, une membrane en caoutchouc, et de l'autre côté, de l'huile à nouveau sous pression. Et donc, c'est la pression d'huile qui va gérer à la fois la hauteur de la voiture. Donc là, on a vu quand on a démarré, elle est montée. Une fois que le moteur est coupé, elle redescend parce qu'il n'y a plus de pression d'huile. Donc, la centrale hydraulique va envoyer de la pression qui va nous gérer les sphères. Chaque roue va avoir aussi ce qu'on appelle un petit correcteur d'assiette. Ici, on ne le voit pas, mais c'est ce qui permet de maintenir une assiette constante. C'est-à-dire que si on charge l'ADS, on charge le coffre, elle se remet toujours à l'assiette. Voilà, ça c'est intéressant aussi, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas sur une voiture à ressort. Pendant très longtemps, c'était un argument on part en vacances, majeur. On s'écrase, voilà. Bon, donc là, effectivement, c'est un bon argument pour la tenue de route. Bon. Notre sphère, notre centrale haute pression va alimenter aussi le freinage. Alors le freinage était déjà hydraulique sur pas mal de voitures en 56, il n'y avait plus de frein à câble. Ce qui change, c'est qu'ici, c'est le circuit, il est commun, c'est-à-dire que c'est cette même huile haute pression qui fait la force hydraulique de freinage, qui fait la direction assistée et qui fait les changements de vitesse. Et qui fait la hauteur Et qui fait la hauteur de la voiture, voilà. Alors, le tour de manche, bon, c'était les suspensions, parce que ça, c'était vraiment nouveau. Et puis, c'était la boîte de vitesse, parce qu'on va le voir après dans l'habitacle, mais la petite manette là, qui se trouve juste au-dessus du tableau de bord, qu'on voit bien dépasser, il n'y a pas de pédale d'embrayage sur une DS hydraulique.
Alors après, il y a eu des DS avec une pédale d'embrayage classique. Mais donc sur les DS à boîte hydraulique, on met première, on accélère et la voiture est en première. On met seconde, elle passe en seconde, etc. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on change le petit levier de vitesse, là aussi, on fait bouger des petits tiroirs hydrauliques, je simplifie, qui vont dire à la boîte, tu mets la seconde, tu mets la troisième, tu mets la quatrième, tu reviens au point mort. Voilà. Et ça se fait tout seul sans effort, en fait. C'est ça qui est génial. Si je te suis, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, tout le cœur de la voiture, effectivement, on est obligé de commencer par ça parce qu'en fait, elle ne vit il faut que la par comprendre, voilà. Elle ne vit que par ça. Oui, C'est-à-dire que si en gros, il y a un grain de sable là-dedans, voilà. On n'a plus de frein, on n'a plus de direction, on n'a plus de boîte de vitesse, on n'a plus de suspension, on n'a rien. Je Ouais. suis un peu court, oui, mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le cœur de la voiture. Tout le système hydraulique, c'est un peu le réseau sanguin de la voiture. Alors, il est évidemment important que ce réseau il soit en bon état. C'est impossible à inspecter en totalité quand on achète la voiture. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir, c'est déjà tout ce qui est dans le compartiment moteur. C'est-à-dire qu'on va regarder qu'effectivement, on n'ait pas des fuites au niveau de tous ces organes verts qui reçoivent de la pression, de la haute pression. Parce que, alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais on est à plus de 80 bars. Donc, c'est une pression quand même très importante dans des tout petits tuyaux. Donc, dès qu'on a des fuites, on va être obligé de remettre de l'huile là-dedans. Ici, c'est le réservoir du fameux liquide vert. Bon, on a une petite jauge ici pour nous aider sur le côté. Ça, on fait le plein régulièrement ? Voilà. Non, normalement, non. C'est-à-dire, on va regarder ça peut-être par sécurité une fois tous les 2 mois. Et puis, c'est quand même régulier, tous les 2 mois, c'est pas une fois par an. C'est une voiture ancienne quand même, il vaut mieux, je veux dire. Bon. Et puis, si on est obligé d'en mettre ou si on a une grosse flaque à chaque fois qu'on se gare, là, on va se dire, OK, il faut aller chercher où se trouve la fuite. Elle peut être sur un raccord de canalisation à un de ces organes-là, ou elle peut être, par exemple, sur la pompe. Alors, j'ai simplifié, j'ai parlé que de la pompe haute pression, mais il y a aussi une pompe basse pression. Ce serait trop simple. Donc, la deuxième pompe qui est au-dessus, là, c'est la pompe basse pression. C'est quoi la différence ? Pourquoi il y en a une basse et une haute pression ? Voilà. Alors, la basse pression, si je ne me trompe pas, mais les citroënistes corrigeront, elle sert à gérer l'embrayage et le changement de vitesse. Voilà, qui ne marche pas avec la même pression. Bon. Donc, il peut y avoir une cause de fuite sur ces pompes-là, il peut y avoir une cause de fuite sur un endroit du réseau. Bon, ça tenait 50 ans, ça ? Ou forcément, si on achète une DS aujourd'hui, il faut que ça ait été restauré plusieurs fois, même si plusieurs fois dans la vie de la voiture, c'est-à-dire que les pompes se refont parce qu'elles peuvent perdre en étanchéité, en efficacité. Les canalisations, surtout celles qui passent près des roues et qui sont exposées aux intempéries, elles peuvent rouiller. Donc évidemment, il est important de savoir si ce réseau il a été refait, si les pompes, si les autres organes, que ce soit ce qui gère le freinage, ce qui gère la boîte de vitesse, ont déjà été remplacés, ont déjà été refaits. Plus que sur une autre voiture, il faut avoir un petit peu de documentation sur son histoire avant de l'acheter. C'est-à-dire que si vous l'achetez, on vous dit oui, elle est tournante, elle démarre, elle roule. La question c'est oui, mais combien de temps elle va rouler bien ? Parce que il est évident qu'elle peut démarrer, rouler, mais pas forcément faire 200 km sans problème. Tu sais que même quand tu me parles, j'ai le cœur qui bat parce que je me dis c'est tellement émotionnel ces voitures, on a envie qu'elles marchent. Mais deuxième chose que je comprends, donc il faut que ça ait été restauré plusieurs fois. Est-ce que quand on le restaure, on peut le faire comme un Pulse, c'est-à-dire par exemple changer juste la pompe basse pression, ou ça nécessite une réflexion d'ensemble vu Alors, ou est-ce que ça peut se travailler par juste la boîte ou tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien dire qu'il faut faire des lots sur des voitures parce qu'après on n'a pas envie d'y revenir, on a envie que tout marche et vous avez compris que ça marchait quand même pas mal en réseau cette histoire-là. Donc déjà, la base c'est d'avoir un réseau de canalisation qui tienne la route. Bon, ensuite, par exemple, si on a une boîte de vitesse qui marche très bien, si le débrayage, le réembrayage se fait sans à-coups, bon, on ne va pas aller commencer à s'enquiquiner, à démonter le correcteur d'embrayage, centrifuge ou ce genre de choses. Si ça marche, on ne va pas y toucher. Par contre, si on a une boîte qui ne fonctionne pas comme elle doit, qui donne beaucoup d'à-coups, etc., on va s'intéresser à la partie hydraulique de la boîte. Bon, la suspension, souvent, le problème numéro 1, c'est déjà nos sphères qui sont fatiguées. Ça se recharge. C'est assez facile à voir en essayant la voiture. Si la voiture est un peu duraille en suspension, c'est qu'en général, les sphères sont fatiguées. Alors oui, elles peuvent se regonfler pour la partie azote. Après, il faut que la membrane, bien sûr, soit encore en bon état. Sinon, après, on fait un échange standard de sphères. Bon, ça vaut cher, juste une sphère Non, c'est pas très cher une sphère. Je ne veux pas dire de tarif, mais c'est moins de 100 € une sphère. Les pompes.
bon, c'est pareil, hein, on peut faire de l'échange standard sur des pompes qui ont été reconditionnées. Si on a une pompe qui fuit, surtout si on a une pompe haute pression qui fuit, on va souvent entendre clac, 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 clac quand la voiture est en marche au ralenti à l'arrêt. Et ça, c'est un indice hein, qu'on entend assez bien que en fait, cette pompe-là, elle débite plus assez de pression. Le clac-clac-clac qu'on entend, c'est pas la pompe elle-même, mais c'est un autre composant en fait qui gère l'arrivée de la pression, on va dire, dans le reste de la voiture, et qui lui va en permanence s'ouvrir, se fermer trop souvent, parce qu'en fait, le reste, il y a un accumulateur. C'est pas facile à voir en fait ce que je voulais vous montrer. L'accumulateur de pression, de l'autre côté peut-être, il est tout en dessous. C'est une autre sphère en fait. C'est une autre sphère qui est, voilà, on la voit un peu sous ma lampe, même, on dirait une araignée, tout en bas, donc c'est la cinquième sphère. Et cette sphère-là, c'est elle qui accumule de la pression, c'est-à-dire qu'en fait, quand la voiture est en marche et que la pompe haute pression fonctionne, cette sphère, c'est un réservoir de pression, c'est-à-dire qu'elle est gonflée en permanence là, avec beaucoup de barres de pression. Et si je change de vitesse, j'ai besoin d'un peu de pression. Si je freine, j'ai besoin tout de suite d'un peu de pression. C'est dans cette réserve de pression en fait, que l'organe va venir chercher de la pression. Ce n'est pas directement à la pompe. Donc le clac-clac-clac, c'est simplement qu'en fait, cette réserve-là, elle perd trop vite sa pression et que du coup, la petite porte s'ouvre et se ferme tout le temps pour faire rentrer de la pression dans le réservoir, quoi, pour schématiser un petit peu. Je suis surpris aussi, les canalisations, elles sont en fer en fait. Elles sont c'est pas des caoutchoucs qui craquent. Non, donc ça dure très longtemps. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle, voilà, ça dure très longtemps. Et puis le système, ce qu'on appelle les raccords, par exemple, tu vois, ici on a un raccord entre canalisations. Ces raccords, c'est aussi un brevet Citroën. Je dirais, ils sont pratiquement garantis à vie. C'est assez rare qu'ils aient un défaut. Donc c'est vraiment étudié pour. Une question que peuvent se poser aussi les profanes, hein, ça coûte cher de restaurer un système hydraulique complet comme ça? C'est parce que oui, ça coûte vite cher. Par exemple, bon, là, moi j'ai le dossier de restauration de cette auto avec beaucoup de factures, donc c'est très documenté. Bon, en fait, on voit que étape par étape, on a refait effectivement toutes les parties du circuit hydraulique. Quand on doit rénover chacun des organes, retravailler des tuyauteries, etc., on arrive vite à plusieurs milliers d'euros. Donc oui, c'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter une DS à restaurer sans savoir ce que c'est que de restaurer une DS. Et là, j'ai pas parlé de la carrosserie. Hein. Pour l'instant, on a commencé, parce que vous savez que je commence en général toujours par la carrosserie, parce que souvent, c'est la carrosserie qui dit c'est restaurable ou on est dans une zone dangereuse. On parlait d'aérodynamique, mais il faut voir que sous la DS, il y a des tas de petites choses intéressantes, parce que donc, tu as ici la grille avec l'entrée d'air directement qui va au radiateur, là, et donc qui passe par la petite poche souple. Et là, tu as des entrées pour aller refroidir les freins. En fait, ces deux entrées là, voilà. Et la jupe avant est très aérodynamique parce qu'ici, tu vois, c'est très caréné pour pas qu'il y ait de... Et ça va très loin, comme dans les voitures modernes. Aujourd'hui, tous les constructeurs mettent des plaques sous leur moteur pour faire de l'aérodynamique. Mais tu vois qu'il y avait déjà une plaque qui allait super loin pour que la voiture, elle rentre dans l'air et qu'elle soit... Tu sais que les purs et durs de DS, ils disent qu'on n'a rien fait de mieux depuis 50 ans. Les mecs, ils sont toujours... Ouais, non, mais c'était vraiment bien. Et donc, on voit à l'avant, on voit ce bosselage ici, mais parce qu'en fait, notre moteur et notre boîte fait que en fait, ça recule quand même beaucoup dans l'habitacle, même si on n'a pas de console parce qu'il n'y a pas l'arbre de transmission, donc, puisque tout est à l'avant. Voilà. Donc il y a une architecture qui était quand même contraignante. Bon. J'en profite juste un mot. Tu sais qu'on a comme partenaire les archives du collectionneur, c'est les fameuses revues techniques. Fameuses revues techniques. Voilà. Et alors là, il y a un lien en description. Vous pouvez aller pour cliquer. Il y a une offre promo pour les gens qui regardent POA. Mais moi, j'avais parlé avec eux. À l'époque, ils démontaient toutes les voitures pour vraiment faire toute la partie... les analyser. Voilà, toutes les analyses. Et tu m'as dit, mais c'est une référence, on le sait. Et tu m'as dit que c'est une des toutes premières. Celle-là, particulièrement, c'est une référence parce qu'en fait, quand la DS est sortie en 1956, Citroën n'avait pas présenté la voiture à ses concessionnaires, à ses agents. On n'imagine même pas ça aujourd'hui. Donc, ils ont découvert la voiture au dernier moment. Et donc, Citroën ne leur avait pas fait de formation technique et ne leur avait pas envoyé de documentation technique. Rien. Ils ont vu arriver la voiture quand elle tombait en panne. Ils ne savaient pas comment les réparer.
Le monsieur qui faisait ça à C'est l'époque, Roger Briou, il est allé voir Pierre Bercot, qui était le président de Citroën, en lui disant « mais il faut absolument que vous me laissiez faire ma revue technique ». Il avait déjà fait pour les autres voitures, sur les Simca, les Peugeot. Et Citroën disait « non, non, c'est secret, on ne peut pas vous dire, etc. » Il y allait 2 fois, 3 fois, 4 fois. À la fin, il a eu raison. Il était lui-même propriétaire d'une DS56 en panne tout le temps. Et Bercot finit par lui dire « bon, écoutez, ok, lundi prochain, vous allez à la formation technique à Saint-Lazare. » Ouais. Et puis il arrive, il se retrouve dans une salle avec personne. Alors il le raconte dans un de ses bouquins. Et il a la formation technique pour lui tout seul, pour apprendre la DS en 1 semaine et sortir le bouquin qui a sauvé des générations de garages. C'est-à-dire qu'en fait, les garages se sont servis de ça. Exactement. Pour refaire... pour savoir, comprendre comment marchait la DS. Voilà. Et là-dedans, tout est expliqué sur l'hydraulique. Tout est expliqué. Et c'est même génial aujourd'hui pour des propriétaires de DS qui veulent comprendre comment marche la voiture. Voilà. Et, ce qui est génial, c'est que maintenant, on peut se faire télécharger en PDF aussi. Voilà, soit tu l'achètes c'est très bien que ça soit réédité et modernisé. Je voulais juste un mot sur l'intérieur. On va peut-être être plus rapide, mais... Je peux mettre la lumière comme ça, comme on avait fait l'autre fois là. Ouais. Elle a le 2e tableau de bord, oui. Qui est rare finalement. On voit les premiers ou les 3e. Voilà. Mais est-ce que là, sur ces parties-là, il y a des choses à savoir, ou est-ce qu'on retrouve les pièces? Est-ce que c'était solide? Moi, à le voir, j'ai l'impression que c'est indestructible. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis... Alors, en fait, souvent, ce qui se passe simplement, c'est que, bon, avec le temps, il y a quand même beaucoup de choses qui s'abîment. Tu vois, souvent, les commodos, c'est plus chromé, toutes ces petites baguettes, c'est plus très joli. Le volant, bah là, voilà, ça a été repeint. Enfin, pour que ça soit joli comme ça, il faut que ça ait été restauré. Là, c'est une voiture qui a été restaurée. Ah ouais, d'accord. Parce que là, on a vraiment l'impression que c'est magnifique. Ou alors, c'est dans un état d'origine exceptionnel, si c'est le cas. Bon. C'était recouvert de cuir? Non, ça c'est une petite fantaisie du propriétaire de la voiture. Fantaisie, voilà, d'avoir fait gainer la planche de bord en cuir, mais de série, non, c'est pas recouvert. Et pareil, ça c'était pas standard, c'est un cuir rouge, c'est une petite fantaisie. Elle était en tissu rouge et elle a été restaurée avec un cuir rouge qui est très beau, qui est la même couleur que le tissu d'origine. Dis donc, je vois 2 lumières à l'arrière, j'avais jamais vu. Ça c'était de série aussi. Oui. D'accord. Ah ouais, c'est très confort. Alors à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Bon voilà, c'est plus de la qualité de la présentation qui vieillit et qui s'abîme. Voilà. Après, on retrouve des choses. Il y a des choses refabriquées. On refabrique des montres. On peut retrouver des petits boutons si ça manque. Enfin, je dirais, l'univers de la DS est assez riche en pièces. Normalement, on n'est pas trop coincé quand on refait une voiture ou quand on veut la remettre à niveau. Alors dans les choses rigolotes, mais là il faut descendre, il faut regarder sous les moquettes, parce que c'est comme ça qu'on voit si elles sont rouillées ou pas, c'est ça? Non, mais c'est surtout qu'il y a une couche de mousse qui est absolument énorme. Ah, ça c'était comme ça? Voilà, c'était comme ça. Il y avait une mousse alvéolée qui servait à la fois d'isolation de la voiture, isolation phonique, et puis le confort, le moelleux de la DS, jusque dans les tapis avec 4 cm de mousse. Et ça, souvent, quand on soulève, c'est dégueulasse. Ça, voilà, après, c'est marronasse, il y a eu de l'humidité. Là, c'est que des choses qui ont été faites, mais si c'est à refaire, c'est pas très compliqué à refaire. Bon, ça permet directement d'inspecter les planchers de la voiture. Comme ça, on a une bonne vision de savoir si on a des planchers qui sont sains ou qui sont douteux ou qui ont été réparés. Au moins, là, on y a accès très, très rapidement. D'accord. Donc voilà, alors l'autre truc rigolo, ça, tout le monde ne le sait pas, mais le toit de la DS... Le toit de la DS, c'est du matériau composite, hein, c'est pas du métal. Ouais. Donc quand il est sorti, c'était un mélange de fibres de verre et de polyester. Après, ils l'ont passé dans un autre plastique et c'est resté comme ça. Il y en a eu quelques-unes, je crois, qui ont eu des toits en aluminium, mais c'est quand elles étaient peintes en noir parce qu'ils n'arrivaient pas à faire un beau noir sur le D'accord, composite. Il est très léger ce toit. Il est hyper léger, on peut le soulever d'une main en fait. Mais d'ailleurs, on dirait que si on se retourne, on se fait complètement il écrabouiller. ne sert à rien dans la voiture, c'est-à-dire qu'on peut enlever le toit et avoir un cabriolet entre guillemets parce que structurellement, il ne sert pas à tenir la voiture. Il n'y a pas de traverse ici. Hein. Alors justement, puisqu'on parle du toit, parlons de la carrosserie. Quelle était sa spécificité? Moi, je me souviens qu'on pouvait enlever 2 boulons. Oui, tu les as à l'arrière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, je crois, 11 éléments qui sont boulonnés, enfin 11 éléments de robe extérieure qui font la voiture. Hein, c'est-à-dire une aile. On voit ici effectivement qu'on peut déboulonner ici et sortir une aile assez rapidement. Pareil, des ailes avant, les capots, les 4 portes, le toit. Donc en fait, il y a toute la peau extérieure de la voiture qui se change très facilement. Ça, c'est plutôt rassurant. On se dit, si c'est rouillé, je change ça, j'enlève et c'est facile. Alors c'est rassurant parce que de l'extérieur, on peut vite la faire jolie parce qu'effectivement, on peut vite remplacer une aile qui serait toute pourrie par une aile qui est propre. Mais sauf que la vraie vie est derrière. C'est-à-dire qu'il faut aller voir qu'est-ce qui se passe derrière. Parce qu'en fait, cette
voiture, une fois qu'on déboulonne les choses, on va accéder à la structure de la voiture. C'est pas une voiture à châssis, hein, c'est une monocoque, on va dire. Enfin, c'est des éléments qui sont soudés entre eux. Mais donc, cette structure de la voiture peut avoir beaucoup souffert et les parties extérieures changé. Ce qu'il faut souvent inspecter, ce qui pourrit le plus, c'est le fond du coffre dans la DS. Parce qu'en fait, on voit bien la forme ici, c'est un bac vraiment assez profond. Et alors là, ici, je ne peux pas tout le dégarnir parce que quand ça a été refait et toutes les moquettes sont neuves et sont collées. Bon. Oui. Mais dans une vieille DS, c'est facile de retirer toutes les moquettes et de regarder. Là aussi, on a directement le plancher de fond de coffre. Souvent, c'est pourri sur les côtés et au fond parce que l'eau s'est accumulée. Il y a de l'eau qui est rentrée, qui est restée. Donc ça, c'est souvent la misère. Et déjà, ça donne une idée de la santé d'une DS qui n'a pas été restaurée. C'est déjà regarder bien son fond de coffre. Ça, c'est un élément assez important. Comme sur toutes les voitures de ces époques-là, il faut essayer de regarder un petit peu dessous et puis de regarder ces bas de caisse. Alors le problème, c'est que les bas de caisse, il y a un enjoliveur par-dessus ici décoratif. Qui parfois était chromé d'ailleurs. Alors c'est pas chromé, mais c'est un peu métallisé. Bon voilà, l'espèce de gaufrette là. Le bon indicateur, c'est les endroits où on accroche le cric ici. Oui. Parce que là, c'est nu de toute façon. Donc si on a de la corrosion ici, on prend un tournevis, qu'on commence à passer à travers, etc., on peut se dire que clairement, les bas de caisse, ils sont en dentelle et que derrière, c'est encore pire. Bon, si on n'a pas la possibilité d'enlever ça pour inspecter, c'est un petit peu limité. Puis après, ça va être comme toujours de regarder sous la voiture tous les planchers. Alors, on peut les regarder aussi en enlevant les moquettes et de se dire, OK, est-ce que cette voiture, elle a pris l'eau partout, elle est en dentelle ou est-ce qu'elle a l'air saine? On regarde aussi beaucoup au niveau de tous ces enjoliveurs de pare-brise avant et joints. C'est du chrome ou de l'inox? Voilà. Je sais pas, non, c'est un chrome, c'est pas de l'inox ça. Oui. Donc on a facilement de la rouille en fait, parce que dessous par contre, ici c'est une structure acier en dessous. Hein. Oui. Bon, ça, c'est un cache, donc c'est une décoration. Du polyester, mais donc c'est un cache. Et ça cache tellement bien que en fait, difficile de voir s'il y a de la rouille, d'accord? Donc, si on commence à voir que le cache ici, il est un peu rouillé sur le côté, qu'il y a des zones un peu suspectes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui est caché à l'intérieur. Ça, c'est un grand classique, hein, les bêtes pare-brise, comme on dit. Parce que vous voyez comment c'est fait, on a un joint au-dessus. Bon, si l'eau, elle rentre là-dessous, elle reste piégée derrière la baguette chrome et elle va se loger partout, redescendre et bouffer derrière l'acier. Donc ça, quand on restaure et quand on dégarnit tout ça dans les DS, souvent, c'est quand même en état un peu moyen. Ouais. Bon, voilà. Qu'est-ce qui coûte le plus cher aujourd'hui? C'est la remise en état d'une carrosserie ou tout le système hydraulique? Non, ça reste la carrosserie parce que comme toutes ces carrosseries d'époque, elles sont un peu un millefeuille métallique, surtout au niveau des sous-bassements. Et donc, quand on va commencer à découper une carrosserie qui n'est pas saine, on va en trouver derrière. Et ça va coûter très, très cher. Donc, la base, c'est quand même d'avoir une voiture qui est saine. Alors, soit elle a traversé 60 ans miraculeusement sans rouiller, mais c'est quasiment impossible. Il ne faut pas croire à ce qu'on lit dans les annonces. Tu dirais que pour se lancer en collection, quand on n'a jamais fait ça, c'est peut-être pas la meilleure chose? C'est peut-être pas aujourd'hui. Alors voilà, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont des voitures chères. Hein. C'est-à-dire que ça va, j'allais te parler des prix. Voilà. Une DS en très bon état, vraiment fonctionnelle, sur laquelle il n'y a pas de gros travaux, etc. à faire, c'est minimum 20 000 euros et c'est vite 25 000 30 000 euros. Oui, les cotes ont explosé depuis 10 ans. Depuis 10-15 ans. Depuis les 50 ans de la DS, la cote, c'était 50 ans, c'était quand même 2005, la cote a beaucoup monté. Donc, il ne faut pas se louper et on a vu que c'est une voiture complexe. Donc, il ne faut pas se retrouver dégoûté de la voiture parce qu'on a fait des erreurs en la choisissant. Donc, ce n'est pas forcément la voiture pour débuter en collection aujourd'hui. Et puis, effectivement, comme tu le dis, elle doit fonctionner bien parce que quand elle fonctionne bien, c'est un plaisir à conduire. C'est-à-dire, c'est une voiture qui obéit vraiment au bout des doigts, c'est une voiture qui est précise, changement de vitesse marche très bien, ça freine. Donc, si ça ne marche pas, l'unisson, en fait, ce n'est pas la peine d'acheter une DS. Quoi. Il vaut mieux acheter une voiture plus simple qu'on peut faire fonctionner à moindre frais. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un modèle que tu recommanderais plus que d'autres? Moi, je rêve des Palace. Enfin, ça, c'est des finitions, voire 21, voire 23. Certains disent que la meilleure, c'est la 21 en finition Palace. Il y a tellement de débats. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que... je te pose la question. Bon, il y a les versions injection qui sont peut-être encore
plus pour des gens confirmés en collection, parce qu'on va avoir l'injection Bosch DG-Tronic qui marche très bien quand tout marche bien, comme dans ma 2000, mais qui est aussi complexe à réparer, comme dans ta 2000 Lancia. Donc on va peut-être éviter l'injection, on va prendre déjà tout ce qui est carbu, voilà. Bon, les premiers moteurs des premières années, tout ça, c'est un peu anémique en motorisation et puis c'est plus cher à l'achat. Donc je dirais, ce qui est bien, c'est tout ce qui va être les 20, les 21, carburateurs, voilà. Dans les années 70, avec les phares doubles, tout ça, elles sont plutôt un petit peu moins chères que les plus anciennes. Ah oui, curieusement, ouais. Oui, voilà, parce qu'il y en a plus de disponibles aujourd'hui aussi, il y a plus de survivantes. Donc après, par exemple, il y a une auto qui est très bien, c'est tout ce qui est la D-Super, c'était celle des dernières années en fait, qui s'appelait D-Super, voilà, qui sont un petit peu plus simple, qui étaient un peu plus simplifiées, on va dire, en présentation, mais qui étaient des bonnes autos, bien faites, bien construites, un peu moins cotées aujourd'hui. Après, le Graal pour beaucoup, c'est les DS21 Palace 67, mais ça, c'est parmi les plus chers. Mais il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est bien. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans les DS. Bon, Alexandre, tu as croqué une batterie entière, il nous reste 3%. Bon. Donc voilà. On aurait pu faire 3h30. C'est toujours 3/4 d'heure, voilà. de toute façon. Je te remercie beaucoup. À bientôt. On se retrouve pour Que faut-il savoir sur d'autres voitures avec toi. C'était toujours un plaisir. Voilà, à très bientôt sur POA. Abonnez-vous, c'est important. Et n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien des revues techniques pour avoir toutes les infos sur cette DS. À bientôt. It sound right, boy.